préparer son avenir professionnel. En 1901, sur l'insistance de son père et de son riche beau-frère, et ça c'est toute une histoire, ce riche beau-frère. Si vous avez d'intérêt, si vous vous êtes intéressé par cette histoire, vous pouvez lire l'article sur le neveu de Osensei Noriaki Inoue, ou Yoichiro Inoue. Morihei déménagea à Tokyo pour se préparer à une carrière de négociant. Il avait 18 ans à l'époque. Il commença un apprentissage dans la papeterie d'un riche parent, c'était l'oncle de Inoue. Morihei se révéla peu doué pour une vie de négociant et pendant son temps libre préférait pratiquer les arts martiaux. Peu après, il s'engagea dans l'armée, comme nous l'avons vu, où il servit environ 3 ans avant d'être démobilisé en 1906. Revenu à Tanabe en 1910, Morihei s'engagea dans une activité politique en lien avec la religion Shinto. Il apporta un soutien au célèbre biologiste Kumagusu Minakata dans la cause de l'opposition au mouvement de recouvrement des sanctuaires. Son groupe résistait contre la saisie par le gouvernement des propriétés appartenant à des sanctuaires Shinto et à des atteintes à la religion traditionnelle. Morihei était impliqué contre les injustices sociales et cette attaque contre les pratiques religieuses traditionnelles pour des motifs politiques et financiers. Approchant l'âge de 30 ans, Morihei cherchait encore sa vocation. Il finit par se lancer dans un projet d'envergure en partant s'installer dans la région la plus au nord de l'île d'Hokkaido en compagnie de nombreux membres de familles proches et de quelques 54 familles de Tanabe. C'est très peu connu le fait qu'il y avait beaucoup des membres de famille de Morihei qui étaient à Hokkaido en même temps. Donc ce n'était pas lié. On lit dans la biographie, c'est le roi de Shirataki, vous avez lu ça, mais oui, il était peut-être le roi, mais il y avait le père et sa femme et une fille et des cousins et beaucoup de personnes de Tanabe. Mais encore là, il y a l'influence de la famille Inoue. Bien sûr, c'est à Hokkaido que Morihei rencontra le fameux Sokaku Takeda en 1915 et commença à s'entraîner sérieusement au Daitoryu Jujutsu. Ce fut une période décisive de sa vie et c'est vers la fin de son séjour à Hokkaido qu'il commença à songer sérieusement à se lancer dans une carrière d'instructeur d'arts martiaux professionnels. Le séjour de Morihei à Hokkaido s'acheva fin 1919 lorsqu'il rentre précipitamment à Tanabe pour être au chevet de son père mourant. Sur le chemin du retour dans sa ville natale, le destin voulut qu'il fasse un détour vers la ville d'Ayabe dans les montagnes à l'ouest de Kyoto. Là, il partait à la recherche du charismatique leader de la secte religieuse Omoto pour recevoir des prières pour la guérison de son père. Et le guide de cette nouvelle religion Shinto était Onisaburo Deguchi, le même homme que Morihei accompagnerait plus tard dans son expédition en Mongolie. Cette rencontre avec Onisaburo allait changer le cours de la vie de Morihei dès cet instant. À son arrivée à Tanabe, le père de Morihei était déjà décédé. Désespéré et humilié par son retard, Morihei entra dans un état de profonde dépression. Pour échapper à cette période sombre, Morihei prit la décision de partir avec sa famille s'installer à Ayabe pour être aux côtés d'Onisaburo et de ses fidèles,
et recherchait une consolation spirituelle. C'était à ce moment que commence vraiment la phase religieuse de la vie de Morihei, et celle-ci est étroitement liée à l'émergence ultérieure de l'aïkido. Onisaburo était un phénomène à bien des égards. Il était érudit dans le shintoïsme ésotérique. C'était un chaman, un voyant, un guérisseur et un exorciste. C'était aussi un écrivain prolifique, un poète, un orateur doué, un calligraphe, un céramiste, etc. Onisaburo provoqua une forte expansion des publications de l'Omoto et fit même l'acquisition d'un des plus grands journaux du Japon pour servir ses projets. En plus de tous ses talents, le comportement d'Onisaburo était parfois scandaleux et provocateur. Il était constamment en conflit avec les autorités gouvernementales et religieuses, ce qui conduisit à la suppression de l'Omoto en 2 occasions. La deuxième fois, l'Omoto, en tant que force d'action sociale influente, fut effectivement détruite. À Ayabe, Morihei sut rapidement s'acquérir la confiance d'Onisaburo et peu à peu devint un membre du cercle restreint du groupe religieux. Onisaburo se rendit compte du niveau extraordinaire de Morihei en art martial et l'encouragea à enseigner et à lui-même progresser encore plus. Onisaburo était parvenu à incorporer un homme de Budo à son entourage grandissant. Onisaburo Deguchi était ce qu'on pourrait dire un collecteur des hommes. Enfin, il y avait beaucoup de personnes célèbres, évidemment beaucoup des officiers militaires, surtout de la marine. Il y avait des artistes, des acteurs. Il y avait un scolaire célèbre, c'était... non, pas scolaire. Un scientifique? Non, scholar, university scholar. Un érudit. Un érudit. Et c'était... Enfin, ça c'est une autre histoire. C'est un homme qui a écrit un des premiers dictionnaires d'anglais au Japon. Et c'est vraiment beaucoup lié avec l'aïkido. Ça sera pour une autre fois. Ok. Ok. Sur l'insistance de Deguchi, Morihei aménagea un dojo privé chez lui, juste à l'extérieur des locaux de la secte. De nombreux fidèles de l'Omoto devinrent élèves de Morihei. Le Ueshiba-juku, puisque c'était le nom du dojo de Morihei, lança pour de bon la carrière de celui-ci comme instructeur d'arts martiaux. Les liens entre Morihei et Onisaburo se raffermirent encore plus. Et ici, une petite note d'explication de cette photo. Ça a été prise vers 1922 à Ayabe, évidemment, dans le Ueshiba-juku, qui se trouvait dans la maison, la résidence de Morihei. Et vous voyez le panneau au fond où est écrit Daitoryu Aiki Jujutsu. Et comme vous voyez, il est très costaud, bien bâti. Et ce panneau, ça présente un grand problème. N'est-ce pas, Maître Floquet? Oui. Et le problème, c'est que cette photo a été publiée à peu près 4 ou 5 fois. Chaque fois, la photo était différente. C'est-à-dire, si on peut imaginer, une fois, on a effacé le Daitoryu complètement, en laissant Aiki Jujutsu. Et moi, comme jeune historien, malheureusement, j'ai vu première la photo, est-ce que je peux dire fake? Oui. Fausse. Oui. La fausse.
Et j'ai dit, ah tiens, en 1922, au sensei, il appelait son art Aikijujutsu. Voilà l'évidence. Et après, on a modifié une autre fois, on a effacé complètement le panneau. Une autre fois, on a modifié les kanji. Et j'ai publié un article sur l'Internet avec toutes les versions de la photo, si vous vous intéressez, pour savoir l'histoire. Bien, je continue. Morihei était fortement influencé par Deguchi sur le plan spirituel. Il étudia les renseignements d'Onisaburo et ses interprétations du Kojiki. Ceci est le récit japonais le plus ancien de la création du monde qu'on pourrait rapprocher de la Bible. Il étudia aussi le Kotodama, la croyance qui est la croyance ancestrale dans le pouvoir mystique des sons et du langage. Il apprit également des exercices de respiration et de méditation tels que le Chinkon Kishin. Avez-vous vu la photo de Morihei qui était prise en Mongolie où il était en train de faire la méditation avec les mains comme ça? Ça, c'est la position de Chinkon Kishin qui était très à la mode dans la religion Omoto à cette époque. Morihei vivait dans la communauté de l'Omoto quand Onisaburo entreprit l'écriture de son volumineux chef-d'œuvre, Reikai Monogatari. C'est l'histoire du monde spirituel. Cet ouvrage littéraire en 81 volumes fut commencé en 1921, après la libération de prison d'Onisaburo, suite à la première suppression de l'Omoto. Il dictait le texte le matin avant de se lever, couché sur son futon. Voilà. Une équipe de rédacteurs transcrivait le discours de d'Onisaburo, puis finalisait le texte à partir des corrections de Deguchi. Le Reikai Monogatari est un ouvrage éclectique détaillant les expériences spirituelles d'Onisaburo et contient des passages romancés, des poèmes et des essais. Il est considéré comme un texte sacré de la religion Omoto et fournit un commentaire social abondant et de nombreuses prophéties. Le gouvernement surveillait avec attention le contenu et la progression des prolifiques textes d'Onisaburo, qui se vendaient à des centaines de milliers d'exemplaires. Et les autorités citèrent par la suite des passages du Reikai Monogatari comme preuve des activités anti-gouvernementales de la secte et de ses intentions terroristes et de son opposition à l'ordre impérial. Et je dois vous dire qu'il y a des parties dans le Reikai Monogatari où est mentionné le nom de Morihei Ueshiba. On peut voir de ça que c'était vraiment un dirigeant lui-même dans la secte Omoto. Comme on peut facilement le voir, les activités religieuses et spirituelles d'Onisaburo et de l'Omoto débordèrent systématiquement dans le domaine politique, ce qui eut des conséquences majeures. Pour sa part, Morihei se trouvait, pour ainsi dire, au cœur de l'action. Paradoxalement, son désir de mener une vie recluse consacrée à l'introspection et à la simplicité l'entraînèrent au milieu d'une tourmente politique et mirent bientôt sa vie en grave danger. Avançons de 3 ans jusqu'en 1924 et nous retrouvons le récit de Morihei, garde du corps d'Onisaburo Deguchi en Mongolie, mais cette fois en passant par le chemin de la religion. Et nous avons vu plus tôt qu'Onisaburo, Morihei et leur expédition entrèrent en Mongolie en tant que leader de l'autoproclamée armée indépendantiste mongole.
Onisaburo se créa à cette occasion une image de bouddhiste et de Dalai Lama pour servir ses intérêts du moment. La concrétisation des buts religieux d'Onisaburo en Chine du Nord impliquait l'aventurisme militaire et l'association avec certains personnages peu recommandables. Ces actions conduisirent à l'interruption de l'expédition d'Onisaburo et faillit coûter la vie de ses participants. Et il y avait par nature chez Onisaburo un côté calculateur et opportuniste. Après le retour du groupe au Japon, tous ses membres se retrouvèrent sur les feux de l'attention du public à cause de l'intense couverture médiatique de leur aventure en Mongolie. Et en fait, on se demande pourquoi on a tellement de photographies dans la désolation de Mongolie. Parce qu'il y avait une équipe de photographes avec lui. Enfin, il envoyait des reportages au Japon et il paraît qu'on publiait des épisodes d'Onisaburo et ses partisans en Mongolie pendant leur voyage. Certains chercheurs avancèrent même l'idée que les leaders de l'armée du Kwangtung avaient pour l'essentiel adopté les plans d'Onisaburo en vue de créer une nation utopique et avaient été établis à la place le Manchukuo sous contrôle japonais. Et voilà une photo bien importante. Renforcé par sa notoriété grandissante et par l'explosion des adhésions à la secte Omoto, Onisaburo continua à associer avec des figures militaires et ultranationalistes et accentua la virulence de son discours à l'encontre de nombreuses politiques appliquées à l'époque. La photo là, évidemment, c'est Onisaburo à gauche. Et au centre, vous connaissez ce visage? Il s'appelle Mitsuru Toyama. C'est un des grands nationalistes. C'était lui le fondateur du Genyosha, c'est-à-dire, on dit en français, j'ai trouvé, la Société de l'Océan Noir. Et l'autre monsieur, qui est plus jeune, mais également il est très important, c'est Ryohei Uchida. Et c'est lui le fondateur de Kokuryukai, c'est en français Société du Dragon Noir. C'était des provocateurs, des espions, des ninjas, des linguistes. Et on était dans le lit avec l'armée du Kwangtung et il y avait là Onisaburo et Morihei. Ça, c'est l'histoire. Hein. Où est-ce que j'ai laissé? Ah, voilà. Le point culminant de cette escalade est le second incident de l'Omoto en 1935, au cours duquel le gouvernement japonais dissolut brutalement l'Omoto et réduisit finalement au silence cette voix stridente qui défiait constamment son autorité et sa direction des affaires nationales. Onisaburo, sa femme et de nombreux dirigeants de l'Église furent arrêtés, emprisonnés et torturés. Et vous avez vu cette photo-là et la photo antérieure. C'est le Midokuden, un des plus beaux temples avant et après, quand c'était en train d'être, qu'est-ce qu'on dit, sauté à la dynamite, ça va? Ok. Je l'ai trouvé dans ma tête par hasard. Pas vrai. J'ai dit que Morihei, il avait été prévu qu'il soit incarcéré avec les autres, mais il parvint à échapper l'arrestation
grâce à ses contacts haut placés dans la police d'Osaka. Et en fait, Morihei, pendant cette période très difficile, après la suppression d'Omoto, il vivait dans la maison du chef de police. Donc on ne pouvait pas le trouver pour l'arrêter. Cette expérience religieuse fascinante, issue des croyances et rituels de Shinto traditionnel, prit fin après s'être aventuré trop profondément dans les marécages de la politique et du militarisme. Elle franchit les limites de la morale en ayant parfois recours à la violence et à la menace, et en passant des alliances contre nature. Il est peu probable que Morihei ait eu pleinement conscience des implications des événements touchant la religion Omoto en 1935. Cependant, il réalisera plus tard à quel point le pouvoir et l'influence portent avec eux la nécessité d'un sens moral, sous peine d'autodestruction. À ce point, le Japon serait très engagé dans son intervention militaire et sa conquête de l'Asie. Il se révéla incapable d'être à la hauteur de son discours selon lequel il devait être pour le monde un modèle de pacifisme et de fraternité universelle, comme le démontra l'abominable résultat de la Grande Guerre du Pacifique. Morihei réalisa alors que le choix du Japon en faveur de la guerre avait placé celui-ci sur le mauvais chemin, conduisant inévitablement à la destruction à celui-ci qui en est à l'origine. Et Onisaburo Deguchi avait raison en pensant que les kami, c'est-à-dire les divinités, puniraient ceux qui auraient recours à la violence pour parvenir à leur fin. Au contraire, l'aïkido doit se concentrer sur sa mission de paix et de devenir un modèle pour les autres arts martiaux d'une transformation en instrument de promotion de l'amour et de la coopération. La vision à laquelle Morihei aboutit était que les arts martiaux, traditionnellement les outils des armées combattantes, devaient changer en profondeur et adopter un nouveau modèle basé sur la compassion et l'amour et sur la protection de ses ennemis. Pour que le monde échappe à plus de destruction qu'il n'en a déjà connu pendant la Deuxième Guerre mondiale, il doit adopter une nouvelle façon de penser qui fasse place aux méthodes de coopération et non à la menace et à la violence. Morihei a compris et modifié à sa façon bien des concepts et des objectifs d'Onisaburo. Il les a appliqués à l'aïkido et en décrit la signification comme celle d'un pont entre ciel et terre et une méthode pour atteindre un état de protection et d'amour pour l'humanité. L'aïkido était une expression de la volonté des kami, de Dieu si vous préférez, et doit être utilisé pour promouvoir la compréhension entre les peuples. Et quand j'écrivais ce texte, j'ai pensé à plusieurs choses et je vous donne un peu ma conclusion. Le maître spirituel de Morihei, Onisaburo Deguchi, défia les autorités politiques et religieuses au moyen des diverses activités de la secte Omoto. Il critiqua publiquement les dirigeants japonais, les accusant d'abuser du système impérial, le tout pour arriver à ses fins. Le résultat de l'opposition frontale d'Onisaburo au gouvernement fut la dissolution quasi totale de la religion Omoto. Morihei, pour sa part, a choisi une voie de non-confrontation utilisant le Budo, en redéfinissant totalement son concept fondamental et en lui enseignant un rôle de célébration de la vie.
Il utilisait la métaphore de Katsujinken, c'est-à-dire sabre donnant la vie, par opposition à la vision traditionnelle des arts martiaux vue comme Satsujinken, ou bien sabre meurtrier. Il effectua un renversement complet de la notion de Budo, historiquement l'outil des puissants et des tyrans. Alors que la religion Omoto n'est plus aujourd'hui que l'ombre de ce qu'elle avait été, la vision de Morihei, dont la philosophie unique, remet-elle aussi en cause le statu quo, mais de manière non menaçante, offre un nouveau moyen de faire face à l'adversité et au conflit. Le cadre conceptuel de l'aïkido offre une alternative non conventionnelle au modèle basé sur la conquête et la domination auquel l'humanité est aux prises depuis le début de son histoire. Étudier attentivement la vie et la pensée du fondateur serait extrêmement bénéfique aux pratiquants actuels de cet art. J'en ai l'intime conviction. Leur pratique pourrait acquérir une signification plus intense, plus sérieuse et plus profonde. Et l'aïkido parviendrait à influencer leur vie en favorisant la réalisation de l'idéal de Morihei Ueshiba. Fin.